Nous sommes mercredi 9 octobre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les ressources naturelles du Mali ont été fortement secouées par la crise qu'a connue notre pays. C'est du moins ce que révèle une étude menée par Helvetas et le réseau Réussir la décentralisation. L'étude, qui a duré 4 mois, a couvert les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti, et il semblerait que les ressources forestières et pastorales de Koulikoro et de Mopti ont été fortement dégradées. Les résultats de l'étude ont été présentés hier au Haut Conseil des collectivités. Reportage Bourama Traoré. C'est un document de 12 pages qui fait l'état des ressources pastorales et forestières des régions de Sikasso, Koulikoro et Mopti. L'étude révèle que la crise n'a pas eu de nouveaux effets négatifs sur l'état des ressources naturelles en 3e région. Cela malgré la présence massive des déplacés. Par contre, les régions de Koulikoro et Mopti ont été sérieusement impactées par les événements. Nous sommes aperçus qu'il y a un certain nombre de massifs forestiers qui ont déjà fait l'objet d'occupation par les djihadistes et les terroristes au niveau de la zone centrale et nord. Et ces forêts et ces réserves étaient censées être les moyens de survie de la population locale. Mais puisque ces zones étaient occupées, de nouvelles règles d'accès ont été mises en place par les occupants qui empêchaient en quelque sorte la population locale de vaquer naturellement à ses besoins quotidiens pour exploiter les ressources naturelles. Pour restaurer les ressources pastorales et forestières des zones touchées par la crise, l'étude a fait un certain nombre de recommandations. On retient notamment les transferts aux collectivités de la gestion des ressources naturelles. Quand ce transfert va être effectif au niveau des collectivités, c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il est possible de mettre en place des dispositifs locaux, y compris de prévention des conflits, liées à l'accès et au contrôle des ressources naturelles. Et toutes ces dispositions, en notre sens, sont de nature à approfondir la réforme de la décentralisation au Mali. La décentralisation effective et immédiate, je ne cesse de le répéter, se dessine comme un facteur de paix, de cohésion, de renforcement de l'unité nationale, de relance de l'économie et de préservation des ressources naturelles, surtout forestières et pastorales. Alors, concevons une gouvernance capable d'un comportement cohérent et en respecter les principes. L'étude ainsi présentée a été réalisée à la demande de Helvetas Suisse Intercoopération. Le financement a été assuré par l'initiative des droits et ressources. C'est une coalition internationale qui fait de la protection des ressources naturelles une priorité. Environnement encore, rendre propre la ville de Bamako, c'est l'objectif du département en charge de l'assainissement qui vient de donner le coup d'envoi d'un programme d'urgence à cet effet. D'un coût de 900 millions de francs CFA, cette initiative qui bénéficie de l'accompagnement de la primature devrait être la solution aux problèmes récurrents de la gestion des ordures dans la capitale. Pour ce faire, 9 points d'évacuation des déchets seront opérationnels d'ici le 31 janvier 2014. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement explique les points saillants de ce programme d'urgence des propos recueillis par Lamine Keïta. La situation de Bamako assez triste, le plan de l'assainissement. Il suffit pour s'en convaincre de faire un tour dans la capitale pour voir que c'est une capitale complètement dévisagée. Et le gouvernement, conscient de cette situation, a pris des mesures. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a mis à notre disposition une enveloppe de 900 millions de francs CFA pour mettre en œuvre le programme d'urgence. Il s'agit, dans ce programme, d'évacuer les déchets solides sur 9 points prioritaires de la capitale, qui constituent les points les plus saillants. Ces points sont les suivants: le parc de Tomikorobougou, le cimetière de Lafiabougou, le dépôt sur la route de Samé, le dépôt de Ngolonina, près de l'hôtel de l'Amitié, le dépôt de CFP Médine, le dépôt de Sibeninkoro, le dépôt de Daoudabougou Marché, le dépôt du pont de Djanegela et le dépôt de Yirimadjo. L'autre composante du programme d'urgence, c'est aussi d'aménager la décharge de Doumanzana. Parce que vous comprenez que pour enlever toutes ces ordures, il faut bien trouver un point final où il faut les amener. À côté de l'hôtel Olympe, nous avons une autre décharge que nous allons utiliser essentiellement pour les déchets que nous avons de la commune 5. Entre Delakorodi et Safo, nous avons aussi un espace
que nous avons précédemment utilisé en rapport bien sûr avec les mairies concernées. Et enfin, il y a la décharge finale de Numbougou qui est en finition actuellement. Il est inacceptable que des citoyens d'eux-mêmes décident d'aller déverser les ordures sur la voie publique, alors même que le gouvernement a pris suffisamment de dispositions. Tous ces programmes d'urgence, les dernières dispositions que nous avons mises au point, le ministre de la Ville et moi-même, en rapport avec la mairie, avec les chefs de quartier, avec les ONG chargées de l'assainissement, je pense que donnent toutes les garanties aux différentes populations pour dire que les dépôts de transit qui ne sont pas encore dégagés le seront dans le cadre de ce programme d'urgence. Et donc il sera loisible aux populations d'aller tranquillement déverser les ordures dans les dépôts de transit, comme avant. Et nous allons veiller à ce que l'enlèvement à ce niveau soit régulier. Sur un tout autre chapitre, une réunion relative à l'adoption des rapports provisoires de l'étude d'interconnexion électrique de 225 kV entre le Mali et la Guinée s'est ouverte hier ici à Bamako. Les experts des deux pays échangent sur la faisabilité du projet sur la base des études financées par la Banque africaine de développement pour 2 milliards de francs CFA. Moussa Fane. La connexion entre le Mali et la Guinée dans le domaine de l'électricité sera bientôt une réalité. Les experts des deux pays se rencontrent pour une adoption du rapport provisoire fourni par les bureaux d'études. L'interconnexion en question s'étend sur 920 km, dont 300 au Mali. Les rapports objets de la présente rencontre des différents experts que vous êtes entrent dans le cadre des études de préinvestissement du projet susmentionné. En effet, disposer d'un potentiel économique ne suffit pas. Il faut aussi en faire l'évaluation technique, économique, financière et sociale dans une perspective de développement durable. L'importance de l'interconnexion Guinée-Mali est de permettre d'échanger l'énergie électrique qui sera produite soit au Mali ou en Guinée. Avec l'interconnexion, on a une sûreté d'alimentation de la population et à moindre coût. Cette interconnexion constitue un grand pas vers le renforcement de l'intégration africaine et favorise l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle est destinée à développer les échanges d'énergie entre le Mali et la Guinée. Ça apporte aux deux pays, surtout que la Guinée a un potentiel hydroélectrique très important. Nous sommes en train de développer Caleta aujourd'hui et ça donnera un gain en énergie aux deux pays. Le projet interconnexion électrique de 225 kV devra permettre d'exploiter conjointement les grandes potentialités des bassins hydrographiques des deux pays. La rencontre qui dure 2 jours permettra de produire un document final pour la réalisation du projet. Un immeuble à 5 niveaux s'est écroulé hier à l'ACI 2000. Fort heureusement, cette catastrophe n'a pas fait de victimes. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville s'est rendu sur les lieux. Écoutons le ministre Moussa Mara au micro de Isaac Etiennou. Nous sommes venus pour d'abord constater heureusement qu'il n'y a pas de perte en vie humaine, il n'y a pas de blessés à déplorer. Il y a juste un bâtiment qui s'est écroulé. Donc il y a une catastrophe liée à la construction de ce bâtiment sans doute. Des enquêtes diligentes seront conduites immédiatement. On a donné des instructions fermes pour qu'on puisse d'abord s'assurer que tous ceux qui ont de près ou de loin participé à ce chantier soient sous la responsabilité des forces de l'ordre pour des buts d'enquête dans un premier temps. Nous allons aussi faire en sorte qu'au niveau des services d'urbanisme, et je viens de donner une instruction ferme, que d'ici demain mercredi, à la fin du Conseil des ministres, que toutes les causes qui ont pu amener cette situation soient analysées et qu'on puisse situer les premières responsabilités si possible et qu'on prenne les sanctions appropriées ou les mesures appropriées afin que des situations de ce type n'interviennent pas dans notre pays aussi régulièrement. Sanctionner, s'il le faut, d'éventuels responsables qui auront été convaincus par les enquêtes appropriées.
Hors de nos frontières maintenant, en Guinée-Conakry, l'opposition campe toujours sur ses positions. Elle réclame l'annulation pure et simple des législatives. Au même moment, la commission administrative de centralisation des résultats continue d'éplucher les procès-verbaux. Sous haute surveillance, la commune de Matoto, dans la banlieue de Conakry, est au cœur d'une rude bataille entre l'opposition et le pouvoir. 11 jours après les législatives, toujours pas de résultats dans la première circonscription électorale de la Guinée. La commission administrative de centralisation continue d'éplucher les procès-verbaux des 800 bureaux de vote. Tous les représentants des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, sont bien présents dans la salle. Je suis là pour mon parti, l'UFR, qui m'a mandaté d'être là. Vous avez vu mon ordre d'émission tout de suite. Voilà. Je représente l'UFR. Et quand on me signifie tout à l'heure de me retirer de cette centralisation, je le ferai tout de suite. L'opposition ne retire pas ses délégués des commissions mises en place au niveau des circonscriptions électorales. En revanche, plus question de prendre part aux travaux du comité de totalisation des votes, une structure créée au sein de la commission électorale nationale indépendante pour valider les résultats des législatives. Nous avons décidé, avec effet immédiat, de suspendre notre participation au comité de suivi, au comité de veille et au comité de centralisation de la CENI. La décision de l'opposition a été rendue publique lundi à l'issue d'une réunion de crise tenue à Conakry. Une réunion au cours de laquelle les principaux opposants au régime du président Condé ont réitéré leur demande d'annulation pure et simple des législatives du 28 septembre. Le chef de l'État guinéen affirme ne pas faire attention aux menaces proférées par l'opposition. L'actualité hors du continent africain nous conduit entre autres en Irak, en Grèce et en Chine. Mais voyons tout d'abord ce qui se passe en Irak. La guerre chiite-sunnite ne faiblit pas en Irak, avec plus de 38 morts en 48 heures. 10 écoliers et 5 policiers ont été tués dans le village turkmène de Kabak, non loin de la frontière syrienne. Ce double attentat à la voiture piégée visait une école primaire et un commissariat. Dans le quartier de Kahira, Bagdad, un kamikaze a attaqué des pèlerins chiites, faisant au moins 9 morts et 30 blessés. Il s'agit de la deuxième attaque visant des fidèles chiites en moins de 24 heures. Un ancien ministre grec de la Défense condamné lundi à 20 ans de prison pour blanchiment d'argent dans le cadre de plusieurs contrats d'armement. Au terme d'un procès de 3 mois, le socialiste Akis Tsoadzopoulos est devenu pour l'opinion publique grecque le symbole de la corruption de la classe politique. En raison de son âge avancé, 73 ans, il ne purgera qu'une partie de sa peine. Le typhon Phyto a frappé lundi la côte orientale de la Chine avec des vents dépassant les 200 km/h. La tempête a fait au moins 5 morts et imposé l'évacuation de centaines de milliers de personnes. Plus de 1200 maisons se sont effondrées dans la ville côtière de Wenzhou et les récoltes inondées. Les pluies torrentielles ont provoqué des coupures d'électricité et de nombreux dégâts. Le metteur en scène Patrice Chéreau s'est éteint lundi à Paris à l'âge de 68 ans. Le talentueux homme de théâtre, d'opéra et de cinéma luttait depuis 2 ans contre un cancer des poumons. Il avait travaillé avec les plus grands, Ariane Mouchkine et Bernard-Marie Coltès au théâtre, Giorgio Strehler et Pierre Boulez à l'opéra. On gardera en mémoire quelques-uns de ses grands films, La Reine Margot, L'Homme blessé ou encore Bonaparte avec Youssef Chahine. Infatigable travailleur, il aura maintenu sa passion de la mise en scène durant plus de 40 ans. Retour ici au Mali, direction la Venise malienne. L'inspecteur général de police Boubacar Diarra est le nouveau président de la Fédération malienne de football pour les 4 prochaines années. Il a été élu hier au cours de l'Assemblée générale élective de la FEMAFOOT à Mopti avec 29 voix contre 25 pour le président sortant Amadou Kola Ossissé Amara Mali Diallo. La 42e Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football aura été un exemple dans son organisation et sa tenue. En effet, pour la toute première fois, 3 candidats étaient en lice. Et également, pour la toute première fois, une élection de l'instance suprême du football national était sous la supervision de la FIFA et de la CAF. Contrairement à 2009 à Tombouctou, où le nom du président ne fut connu que tard dans la nuit, ici à Mopti, les choses sont allées très vite avec l'évacuation rapide des questions liées au bilan financier et au rapport moral d'activité. Le vote des 55 délégués commence aux environs de 14 heures et livre au premier tour 22 voix pour Kola Cissé, le président sortant, 19 pour Baba Diarra et 14 pour Boukari Sidibé.
Le second tour va alors s'avérer fatal au président sortant avec le report des voix de Boukari Sidibé sur celle de Baba Diarra qui gagne avec 29 voix contre 25 pour Kola et un bulletin nul. La victoire du général Baba Diarra est, selon le représentant de la CAF, Anjora Moucharaf, la preuve de la maturité d'esprit des Maliens. Ce que j'ai vu au Mali ici aujourd'hui est un succès. Rares sont les assemblées générales qui se tiennent avec un sérieux comme ce que nous venons de vivre en termes maliens. Je tiens à féliciter sincèrement les membres de la famille du football du Mali et surtout les honorables délégués à cette assemblée. Pour le vainqueur de cette élection, l'émotion fut grande. Très jeune joueur, je n'avais jamais pensé être porté à la tête de la Fédération malienne de football. Donc vraiment, c'est un jour de grande émotion. Le président sortant Kola est un camarade de classe qui m'a beaucoup respecté et pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et je voudrais le féliciter pour toute sa contribution à l'avancée du football malien. Boukari Sidibé a été très brave. Et il a été parmi les jeunes qui sont venus me voir à la maison il y a 3 ou 4 ans pour me demander de me porter candidat à la présidence de la Fédération malienne de football. Et de cette date à maintenant, il a été à mes côtés. Il m'a accompagné de jour comme de nuit. Les attentes étaient grandes pour les partisans du général et pour tous ceux qui l'ont soutenu. Mes impressions, c'est des impressions de satisfaction d'abord pour mon candidat qui a été élu. Mes attentes, je les ai exprimées. Il y a quand même des dysfonctionnements auxquels il faut remédier. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut songer également les ligues du Nord, telles que Kidal, Gao et Tombouctou. Il faut songer à créer des stades, des infrastructures. Nous venons aujourd'hui, à la lumière de ces assises, mettre un comité exécutif en place qui couronne tout le travail que le général a su faire pendant un bon moment. Tout le monde a dû constater que depuis un bon moment, il était en pré-campagne pour préparer la relève. Le général, je le connais très bien. Nous avons travaillé ensemble lorsque nous étions tous membres de la Fédération malienne de football. Le plus dur reste maintenant à venir pour cette nouvelle équipe qui a désormais en main les destinées de notre football. Bon vent au football malien. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre constante fidélité à notre chaîne. Pour les éditions du soir, retrouvez Ndeye Sissoko. D'ici là, passez de bons moments en compagnie de nos programmes. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.